présidentielles auront lieu le 12 août prochain. Gaston Defferre l'a annoncé en demandant par ailleurs aux élus corses de s'unir pour combattre la violence. Le retour de Miguel Ángel Estrella, le pianiste argentin, retrouve son pays après 5 ans d'exil en France. Et puis Diego Maradona chez les Napolitains, le footballeur le plus cher du monde, leur coûtera près de 8 milliards de centimes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors qu'un Français sur 3 est déjà parti en vacances ou s'apprête à le faire, les députés et les sénateurs reprenaient aujourd'hui le chemin de leurs assemblées respectives. Pour eux, cet été sera placé sous le signe des devoirs de vacances. Les cours commençaient dès aujourd'hui avec l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement. 3 lois importantes doivent être examinées, la loi sur la presse, celle sur la retraite des hauts fonctionnaires, enfin et surtout la loi sur l'école. Et déjà la grogne du côté des sénateurs où l'opposition est majoritaire, une grogne partagée par les députés de l'opposition. Daniel Brem. Les couloirs de l'Assemblée, déserts jusqu'à 15h moins 1, ne laissaient pas présager l'orage qui couvait. Dans l'hémicycle, une dizaine de députés de l'opposition avaient pourtant décidé par le biais de rappels au règlement que le débat sur la presse ne s'ouvrirait pas et que le projet ne serait pas voté. Vous n'avez plus, ont-ils répété au gouvernement, le soutien politique et moral du pays pour des réformes de fond. Je ne crois pas que l'on peut tenir pour négligeable ce qui se passe à l'extérieur de cet hémicycle, que ce soit les gens qui votent avec les bulletins dans les urnes le 17 juin ou les gens qui votent avec leurs pieds le 24 juin. Nous sommes obligés d'en tenir compte parce qu'il s'agit là manifestement d'un rejet d'une certaine politique. Et vous commettriez une erreur politique considérable si vous interprétiez les votes de mai et juin 81 comme un chèque en blanc donné à la transformation socialiste de la société française. Vous devriez avoir honte, vous vous comportez comme des galopins, lançant en colère le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui devait ajouter. Quand vous faites allusion aux élections européennes, vous avez obtenu 42, et quelques, ce qui fait que vous ne représentez même pas un quart des électeurs français. Et avec un quart des électeurs français, vous voulez faire la loi. Alors je vous en prie, on va vers suspension de séance, rappel au règlement. Vous ne voulez pas du débat, vous n'écoutez personne, c'est l'obstruction, vous dégradez l'image parlementaire, c'est vous qui êtes en train de donner droit aux dangers qui menacent nos démocraties, vous êtes en fait les alliés de Le Pen. Pour M. Kéran, rapporteur du projet sur la presse, l'opposition ne saurait avoir un droit de veto et la majorité légitime doit appliquer son programme. Je voudrais dire que les propos qu'a tenu M. Madelin et M. Daubert, employant la menace, sommant le gouvernement, sont des véritables propos de nature putschiste ici. On demande à ce que l'Assemblée nationale ne siège pas, n'examine pas, au fond, les textes sur lesquels elle est appelée à se prononcer. Je veux dire très clairement que la volonté de la majorité de cette Assemblée est déterminée. La séance a été levée cet après-midi après plusieurs suspensions de séance et de nouveaux affrontements verbaux sans que le fond du projet soit une fois de plus abordé. Le débat au sein du Parti communiste s'est nourri de nouvelles déclarations au cours du week-end passé. Samedi, c'était Marcel Rigout qui en appelait à la révolution culturelle au sein du PC. Des déclarations très vite démenties, mais il était un peu tard. Après lui, c'est un autre ministre communiste, Charles Fitterman, qui dénonçait la chasse à l'homme menée contre Georges Marchais. Bref, on était loin du rapport satisfait du dernier comité central. Une chose est sûre en ce début de semaine, la discussion bat son plein au sein du PC, pour ne pas dire la discorde, même si chacun essaye d'apaiser un peu les esprits. Une affaire qui remonte aux dernières élections désastreuses pour les communistes, c'était le 17 juin. Dominique Laurie. 17 juin, 23h50, le verdict tombe comme un coup près, 11,28% des voix pour le PC. Le Parti communiste a perdu en 5 ans la moitié de son électorat, une déroute visible sur le visage de Pierre Juquin, chargé de lire un bref communiqué. Georges Marchais, lui, est invisible. Beaucoup d'électeurs qui avaient placé leurs espoirs dans la gauche en 1981 se sont aujourd'hui abstenus. La déception, le mécontentement ont été les plus forts. Antenne 2 retrouvera Georges Marchais quelques jours plus tard, un secrétaire général qui cache bien mal sa déception. Deuxième acte, la réunion du comité central entièrement consacrée aux résultats du 17 juin. Le rapport de Claude Popren met surtout l'accent sur les responsabilités du gouvernement. La chute du PC est minimisée.
Après l'état de choc, la direction reprend les choses en main, mais à la base, c'est la grogne. Je crois qu'il y a à prendre en compte des attitudes de la direction du parti. C'est quand même un problème si dans un pays comme la France, les gens se mettent à avoir plus peur du Parti communiste que du Front National. Des interrogations qui ont des répercussions au comité central. Un grand nombre d'intervenants ont contesté la politique de la direction, critique confirmée par le ministre Marcel Rigout qui accompagnait le Premier ministre en Italie. Marcel Rigout réclame une révolution culturelle. Pour beaucoup, Georges Marchais est l'homme de l'échec, dit-il. Le lendemain, le ministre dément. Je pense qu'effectivement, nous sommes en pleine révolution scientifique et technique et que les partis politiques doivent évoluer en fonction de ces changements qui provoquent des changements de mentalité. Mais je tiens à démentir d'une manière la plus formelle les propos qui m'ont été tenus par rapport à mon ami Georges Marchais et Charles Fitterman. Reste que les journalistes présents en Italie confirment la déclaration de Marcel Rigout. Bref, malgré les propos rassurants d'André Lajoigny, de Georges Marchais, les bouches s'ouvrent. La grogne au sein du PC fait place aujourd'hui à la cassure. Désormais, le débat a lieu au grand jour. C'est déjà en soi une petite révolution. Voilà donc pour l'histoire les origines de ce débat dont le ton n'a cessé de monter ces dernières 48 heures. Aujourd'hui, la direction du PC essaye bien de calmer le jeu, mais de nombreuses questions demeurent, Paul Amar, notamment sur le rapport de force au sein du Parti communiste. Écoutez, très franchement, je serais bien en peine de vous répondre. J'aurais pu le faire si l'Humanité avait décidé de publier les réactions des militants et de recenser les partisans ou les adversaires de Georges Marchais. Mais le journal du Parti communiste s'est contenté de rapporter les déclarations de Charles Fitterman, Marcel Rigout et Anicet Le Pors. Aucun commentaire sur le contenu du débat, comme si la direction du parti voulait nier ce débat, l'occulter, comme si elle répugnait à étaler sur la place publique ses querelles internes. C'est d'ailleurs l'argument qu'elle a déjà utilisé et qu'elle utilisera de nouveau pour justifier une telle discrétion, argument auquel les militants sont sensibles. Et cela explique la démarche de Charles Fitterman. Il refuse d'être opposé à Georges Marchais et dénonce les manipulations de l'extérieur destinées à diviser les communistes. Autrement dit, discutons ensemble, mais en famille et sans témoins. La solidarité à l'égard de son parti, affaibli, déboussolé, l'obligeait sans doute à réagir de cette façon. Mais Charles Fitterman ne s'est pas contenté de défendre Georges Marchais. Et il a éprouvé le besoin de parler comme Georges Marchais. Je veux dire de reprendre les critiques que Georges Marchais adresse au gouvernement, et cela c'est nouveau. Charles Fitterman comprend que les travailleurs soient mécontents de la politique actuelle, et il semble même les approuver. Or, Charles Fitterman fait partie de ce gouvernement, et il ne nous avait pas habitués à des propos aussi sévères. Il est impossible évidemment de dire si ce comportement annonce une rupture avec les socialistes. Les communistes le savent-ils eux-mêmes? Des réactions pour le moins courroucées des organisations de consommateurs après la publication des nouvelles conditions d'attribution des bonus et des malus par les assureurs, une innovation qui a pour effet de pénaliser aussi bien les bons que les mauvais conducteurs, et ce n'est pas le moindre paradoxe. Alors de là à penser qu'il s'agit d'une augmentation camouflée des primes, il n'y a qu'un tour de roue. Martine Gilson et Frédéric Blanc. Il faut 25% au premier accident et il faut un an pour avoir 5% ensuite. Alors pour vous c'est plutôt un désavantage cette réforme? Pour nous oui. J'aurais tendance à dire qu'effectivement les gens qui conduisent mal, ce serait plutôt aux gens qui conduisent mal de payer, plus qu'aux gens qui n'ont pas trop d'accidents. Ils auraient laissé comme c'était avant, c'était vraiment aussi bien. Je pense qu'avant c'était plus équitable quand même. À l'évidence, cette réforme ne fait pas l'unanimité. Certes, elle pénalise les chauffards, puisqu'à chaque accident, vous aurez 25% de malus en plus, sauf si les torts sont partagés, auquel cas, le malus, lui aussi, est partagé. Une réforme sévère pour les chauffards, a priori, c'est normal. Le problème, c'est qu'elle est très sévère aussi pour les bons conducteurs. Un exemple, si vous n'avez jamais eu d'accident, il vous faudra 13 ans au lieu de 8 pour avoir un bonus de 50%. C'est une réforme qui est destinée à, de façon déguisée, à augmenter les tarifs et non pas du tout à favoriser ni l'équité, ni la justice, ni une quelconque responsabilisation du conducteur. Un point de vue que ne partagent pas, bien sûr, les grandes compagnies d'assurance. La recette globale est la même. Le problème du bonus-malus, ce qui est assez difficile parfois à expliquer, c'est un problème de répartition de la totalité des primes qui sont perçues par les assureurs, entre d'une part les bonusés et d'autre part les malusés. Bon. Et quand il y a
des cotisations qui baissent par suite du bonus, il faut qu'il y ait des cotisations qui montent à la suite des malus. Donc ce n'est en fait qu'une répartition différente du volume des cotisations, mais ce n'est pas une augmentation du tarif. Hausse déguisée des tarifs ou meilleure répartition des recettes, une chose est sûre. La baisse du nombre des accidents ne suffit pas à elle seule à équilibrer les comptes des compagnies d'assurance. Un rappel enfin, cette réforme ne prendra effet qu'au moment où vous signerez votre nouveau contrat. Oui, et parmi les causes d'accidents qui viennent alourdir votre malus, à défaut d'enrichir votre bonus, il y a bien souvent l'état des voitures en France, des voitures qui ne sont pas toujours entretenues comme elles le devraient. Et puis une autre cause fréquente d'accidents, et celle-là est moins connue, c'est l'état des pneus. Un pneu mal gonflé, et c'est souvent la catastrophe. Alors pour éviter de tels accidents, 2 constructeurs viennent de créer une jante spéciale qui assure la tenue de route dans des situations jusqu'alors désespérées. Jacques Violet. Avec une jante normale, lorsque le pneu éclate ou se dégonfle, regardez, impossible de garder le contrôle du véhicule. Avec une voiture équipée de cette nouvelle jante, le conducteur réussira, même à des pressions voisines de 0, à garder sa trajectoire. Le principe de cette nouvelle jante est simple. Par rapport à une jante classique, on a ajouté une bosse asymétrique d'une hauteur variable sur toute la circonférence de la roue. Une bosse qui va empêcher le pneu de se déplacer vers le creux de la jante. Le pneu est maintenu dans son logement. Regardez maintenant en ligne droite. Même chose, au moment de la perte de pression, perte de contrôle. Avec la nouvelle jante, vous réussirez à stopper en ligne droite, même avec un pneu à plat. Fini donc la peur de déjanter, une amélioration évidente de la sécurité, surtout compte tenu des mauvaises habitudes des conducteurs de mal gonfler leurs pneumatiques. Vous pourrez monter tous les types de pneus sur cette nouvelle jante qui devrait être très vite commercialisée. Mais le changement s'effectuera surtout en usine sur les voitures neuves, le prix de 4 jantes restant un investissement élevé pour le particulier. C'est le 12 août prochain que les Corses devront voter pour leur nouvelle assemblée régionale. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, l'a annoncé aujourd'hui au cours d'une visite à Ajaccio. Le scrutin se fera selon une loi électorale modifiée par rapport aux élections de 1982. Il s'agit d'éviter de créer des rapports de force qui ont empêché l'Assemblée de fonctionner normalement. En annonçant cette nouvelle, Gaston Defferre a également demandé aux élus corses de s'unir pour combattre la violence et l'insécurité dans l'île. Sur place, Hervé Brusy. 6e voyage en Corse pour le ministre de l'Intérieur depuis mai 81. Cette fois, Gaston Defferre est venu dire aux élus locaux que l'absence de majorité politique stable et la multiplicité des représentations avaient rendu nécessaire la dissolution de leur assemblée régionale. Aussi, pour le prochain scrutin du 12 août, il faudra réunir au moins 5% des voix pour être élu. C'est là la seule réforme, le statut particulier n'est nullement remis en question et avec ce statut, la Corse reste plus que jamais, a dit le ministre, partie intégrante du territoire national. Autre thème très important de ce discours, la lutte contre le terrorisme. Le nombre des attentats aurait chuté de 58% depuis le second semestre 82. J'ai bonne conscience, je tiens à le dire, pour combattre énergiquement la violence. Il est clair que l'action commune de ceux qui concourent au statut particulier ne pourra s'exercer et contribuer au progrès de la Corse que si la sécurité des personnes et des biens est assurée. Je ne me permettrai pas de me mêler aujourd'hui de vos problèmes électoraux, mais j'ai le devoir de vous appeler à l'union quand il s'agit de la sécurité. Cette union, a précisé le ministre, ne peut se faire dans le cadre de la CFR, l'association corse française et républicaine qu'on avait vu manifester samedi dans les rues d'Ajaccio. Et Gaston Defferre d'ajouter, je cite, « Cette association a une attitude qui n'est pas purement apolitique, il y a chez elle de nombreux membres de l'opposition. » L'union est pourtant restée le mot d'ordre de la journée. Gaston Defferre a en effet reçu l'ensemble des familles politiques corses, à l'exception d'Edmond Siméone, absent aujourd'hui. Réaction en général assez favorable aux propos du ministre, avec toutefois l'habituel clivage droite-gauche. En fait, tous ces hommes ont d'ores et déjà une seule préoccupation en tête, le prochain scrutin. Car ici, en Corse, la campagne électorale a bel et bien commencé.
L'ancien président israélien Ephraim Katzir a été interpellé pendant quelques heures à Leningrad alors qu'il rencontrait des dissidents juifs soviétiques. L'ancien président israélien était en Union soviétique pour assister à un congrès scientifique. Il a été très rapidement relâché et il quittera demain Moscou. Le pianiste argentin Miguel Ángel Estrella est retourné dans son pays. Il l'avait quitté il y a un peu plus de 5 ans, après avoir passé 2 ans et demi dans les prisons militaires. Il était devenu l'un des symboles de la résistance à la dictature. L'Argentine est maintenant redevenue à la démocratie depuis l'élection de Raúl Alfonsín. Estrella a donc retrouvé le chemin de son pays, mais il a voulu faire son retour dans la discrétion. Le reportage de Bernard Benjamin et Jean Ray. L'aéroport de Buenos Aires, il y a quelques jours. Miguel Ángel Estrella avait refusé toute cérémonie officielle pour son retour. Pourtant, il n'a pu empêcher quelques amis et parents de venir l'accueillir à sa descente d'avion, à commencer par son père. Ahora puedo decir viva la Argentina, carajo. Es mi padre. Cumpleaños en familia. 2 ans et demi en prison, plus 5 ans et demi en exil à Paris. Faites le compte, voilà 8 ans que le pianiste argentin attendait ce moment. Il a fallu que l'Argentine retrouve la démocratie, que les militaires soient renvoyés dans leurs casernes, bref, que la liberté souffle à nouveau sur ce pays pour que Miguel Ángel Estrella se décide à regagner sa patrie. Mais 8 ans, c'est long, et l'émotion ressentie lors de ses tout premiers instants ne le quittera pas si vite. C'est comme un rêve qui devient tout d'un coup réel. Les visages que je viens de voir à l'aéroport, ces gens qui sont les miens, qui montraient dans leurs paroles, dans leurs émotions, dans leur regard, toute l'espérance qui les habite et la victoire aussi des retrouvailles avec ces milliers d'Argentins qui sont en train de revenir au pays. Un peu ça, oui. Un rêve qui est réel quand même. Est-ce qu'il y a un peu la peur de retrouver beaucoup de choses, de retrouver des choses qu'on avait peut-être oubliées? Je sais que nous venons à un monde qui n'est pas le même, peut-être, qui n'est plus le même. Et où la peur a une place importante. Et non seulement la peur que les militaires soient toujours là, omniprésents, mais aussi la peur de ne pas pouvoir travailler, tout simplement. Un peu de peur, beaucoup d'émotions, il fallait très vite se replonger dans la réalité argentine pour combattre ses sentiments. Et puisque les mythes ont la vie dure dans ce pays, c'est l'un de ces vieux bars de Buenos Aires où se croisent bandoneons, vieille aristocratie déchue et passionnés de tango, qu'allait offrir à Miguel Ángel Estrella la possibilité de récupérer ses racines, de se sentir à nouveau argentin. Oui, je suis bien en Argentine et la musique y est pour quelque chose. Je reconstruis là dans cet entourage toute mon histoire, toute notre histoire des Argentins. Mais je pense à vous aussi, je pense à vous, Français, qui avez tellement fait pour que ça soit possible aujourd'hui. Et je vous dis un grand merci. Salut. La ville la plus pauvre d'Italie qui se paye le footballeur le plus cher du monde, c'est ainsi que l'on peut résumer le transfert de Diego Maradona qui quitte Barcelone pour le club napolitain. Un raccourci qui a quelque chose de choquant, il faut bien le dire, car on se demande comment une ville comme Naples, où la misère est partout présente, on se demande comment elle peut payer près de 8 milliards de centimes pour une telle opération. Victor Vraman. Diego Maradona arrivera à Naples mercredi, en hélicoptère. On le déposera au milieu du stade. On a déjà vu cela quelque part, mais c'était le pape Jean-Paul II qui était dans l'hélicoptère. D'ailleurs, Maradona ne sera pas seul. Il est toujours accompagné d'une suite de 24 personnes. Papa, maman, frère, sœur, fiancés, au pluriel, cousins, neveux, conseillers et coiffeurs personnels. La dernière fois que Naples a eu son heure de gloire, si l'on peut dire, c'était il y a 4 ans, lors du tremblement de terre. L'argent débloqué pour la reconstruction de Naples n'a pas suffi, d'autant que la Camorra, la mafia napolitaine,
a détourné une grande partie de cet argent. Il y a encore des milliers de Napolitains qui vivent dans des caravanes. De toute façon, le tremblement de terre n'a fait qu'aggraver une situation déjà préoccupante. 20% de chômeurs qui travaillent au noir, habitation au bord de l'écroulement et une municipalité qui ne sait plus où trouver de l'argent. 5 milliards de francs de dette. En fait, et en tenant compte de la part du contrat qui reviendra à Maradona et de son salaire déclaré, l'opération devrait coûter 96 millions de francs, ce qui équivaut, comme le font remarquer les Napolitains, à 4 ou 5 jours d'importation de viande en Italie. Alors, un scandale, l'achat de Maradona. Constatons tout d'abord que c'est justement parce qu'il y a tous ces problèmes de vie et de survie qu'il y a une telle passion pour le football à Naples. C'est à Naples qu'il y a le plus de spectateurs dans les stades pendant le championnat. C'est à Naples qu'on joue le plus au pari sur le football, au Totocalcio, mais aussi au loto ou sur les courses de chevaux. Disons-le franchement, les 96 millions de francs nécessaires à l'achat de Maradona n'auraient jamais été débloqués pour améliorer le sort des Napolitains. Chaque match, ce sera une recette de plusieurs millions de francs. Maradona, c'est presque un investissement. On dit tellement de vilaines choses sur Naples. Avec Maradona, on pourra enfin être fier d'être napolitain. Saviez-vous par exemple que le grand-père de Diego Maradona était napolitain? Plus d'une centaine d'enfants napolitains ont déjà été baptisés Diego. Pour paraphraser une citation célèbre, que ceux qui n'ont jamais encouragé une équipe de football jettent la première pierre à ces pauvres Napolitains. Il est vrai que Diego Maradona est aujourd'hui la plus grande star du football mondial. C'est un véritable héros dans son pays et le joueur le plus marqué sur le terrain. 2 jambes et une tête qui valent aujourd'hui 79 millions de francs dans un pays qui a pour règle d'acheter les meilleurs joueurs du monde. Patrick Montel. Il est né ici, il vaut 8 milliards de centimes, il incarne le rêve de tous les gamins des favelas. C'est Diego Maradona. C'est à Tokyo en 1980, à l'occasion des championnats du monde junior, que le monde du football a découvert ce numéro 10 bondissant. Déjà, à son propos, on parlait du successeur du roi Pelé. 2 ans après, sous les couleurs du fameux club de Boca Juniors, ce garçon de 24 ans devient le footballeur le plus cher du monde. Le chef d'une famille de 9 enfants est le fils de tout le continent sud-américain. Bien sûr, l'Europe le tente, il signe à Barcelone. On parlait alors de 50 millions de francs. Dans le championnat d'Espagne, Diego Superstar découvre la violence institutionnalisée. Contre l'Atlético Bilbao, il est fauché sévèrement par le défenseur Goycoechea. Verdict, fracture de la malléole externe, déchirure des ligaments. Encore 4 mois d'absence, loin des stades. Avec lui, l'Italie devient la plus grande concentration de vedettes du football international. Maradona arrive en effet avec l'Allemand Rummenigge et le Brésilien Socrates. Ils vont rejoindre les Platini, Falcao et autres Zico. Ce phénomène est rendu possible par le formidable engouement du public italien pour leur Scudetto, leur championnat national. De plus, le rôle amplificateur des médias est prépondérant. Et pour fidéliser les tifosi, le tout-puissant Totocalcio, aussi célèbre que notre tiercé national. 1/3 de son chiffre d'affaires revient au club de football. C'est le néerlandais Van der Poel qui a endossé aujourd'hui le maillot jaune du Tour de France au terme de la 4e étape. Une journée difficile pour Bernard Hinault. Les favoris ont gagné ce matin dans le contre-la-montre par équipe, mais les Renault ont dû batailler ferme pour s'imposer au groupe néerlandais Panasonic et Quantum. Seulement 4 petites secondes d'écart après les 51 km de l'étape Louvroil-Valenciennes. Hanegraaff restait donc maillot jaune, mais Bernard Hinault perdait dans l'affaire près d'1 minute sur les hommes de Cyril Guimard. Cet après-midi, la 4e étape Valenciennes-Béthune a vu la victoire en solitaire du Belge Ferdy van den Haut après une échappée de 60 km. Longtemps virtuel maillot jaune, Van den Haut ne l'emportait finalement que d'1 minute sur le peloton, réglé au sprint par le Belge De Joncker. Après le développement de la photo finish, la 3e place et 10 secondes de bonification étaient attribuées au Néerlandais Van der Poel. Juste le nécessaire pour devenir le nouveau leader de l'épreuve. Le tournoi de tennis de Wimbledon hésitait entre la pluie et le soleil. Aujourd'hui encore, John McEnroe s'est facilement qualifié en 3-7 face à son compatriote et ennemi juré Bill Scanlon. Quant à Lendl, il rencontrait l'Américain Scott Davis. Lionel Chamoulot. Bataille d'ace entre Lendl et l'Américain Scott Davis.
Le premier à prendre des risques, c'est Davis. Il remporte la première manche 6-4. Lendl s'habitue enfin au gazon de Londres et montre d'étonnants progrès à la volée. C'est à lui que revient le deuxième set, 6-4. Il remporte le troisième sur le même score, mais le droitier californien tient bon et revient pour remporter la quatrième manche 7-5. Dans le dernier set, les deux hommes sont actuellement à 4 jeux partout. Les trompettes de la renommée cet après-midi pour les dames. 17 des gagnantes de Wimbledon sont là pour le centenaire du tournoi. Navratilova, la tenante, Billie Jean King, 20 victoires ici, dont 6 en simple. Et surtout, Miss Godfrey, 88 ans, félicitée par le duc et la duchesse de Kent pour ses victoires en 1924 et 1926. La voici il y a 60 ans. Oui, puis j'apprends que Jimmy Connors vient de se qualifier devant son compatriote Tim Mayotte. Il sera opposé au prochain tour à un autre Américain, Paul Annacone. On connaît ce soir la sélection française d'athlétisme pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Les responsables nationaux espèrent voir 6 athlètes sur le podium olympique, parmi eux les perchistes et 2 espoirs de dernière minute, Sylvain Caristan et Jean-Jacques Boussemard, respectivement pour le 110 mètres haies et pour le 200 mètres. Avec l'été, voici revenu le temps des festivals. Nous aurons l'occasion d'y revenir à loisir tout au long des prochaines semaines. Mais ce soir, nous donnons le coup d'envoi avec le Festival international de danse de Montpellier. Il se tient jusqu'au 18 juillet et c'est la 4e édition. Cette année, plusieurs créations sont présentées avec de nouveaux venus, dont une jeune lyonnaise qui ne cesse de monter. Elle s'appelle Régine Chopineau. Jean-Jacques Dufour l'a rencontrée. La cigale ayant chanté tout l'été se trouve à fort dépourvu quand la bise fut venue. Et après elle a la crise. Elle en veut plus après. La suite, vous connaissez. Vous chantiez, eh bien dansez maintenant. Une injonction qui est d'actualité à Montpellier, où les danseurs, plus contemporains que classiques, s'en donnent à cœur joie. Au programme, 6 créations, avec notamment Désert d'amour de Dominique Bagué, une chorégraphie essentiellement musicale composée pour 9 danseurs. L'autre création de ce début de festival, nous la devons à Régine Chopineau, une jeune femme qui aime rendre compte de son époque. Eh ben, ce que j'aime bien, c'est être en 84 et essayer de refléter. J'ai bientôt envie de vomir. De refléter ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qui bouge, les nouvelles tendances, et tout ça. Pour le classique dont elle est issue, elle a gardé de l'estime, mais c'est vraiment une aventure terminée. Régine Chopineau aime la danse moderne. Le classique, c'est fabuleux quand c'est très bien fait. Oui, c'est très dur, c'est une école fabuleuse. Mais ça me convient pas, je n'ai plus rien à dire, c'est comme si c'était quelque chose de mort. Vous avez la réputation de quelqu'un qui a de l'humour, en tout cas qui met de l'humour dans ses spectacles. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, moi? En effet, son humour, Régine Chopineau l'exprime au travers de ses chorégraphies, comme ici par exemple dans Villa, sa dernière création. Après Chopineau et Bagué, Montpellier accueillera Caroline Carlson, le ballet de Bâle et beaucoup d'autres compagnies. À Montpellier et plus qu'ailleurs, jusqu'au 18 juillet, le nouveau slogan de la prévention routière et de rigueur, c'est l'été, levez le pied.
La météo avec Brigitte Simonetta et sans calembour. Oui, et demain au menu, un temps pour tout. Pour nager et bronzer, il y aura du soleil. Pour marcher, il y aura des nuages. Pour rester chez soi et travailler, il y aura de la pluie. Regardez la photo satellite. Bien sûr, l'anticyclone est là, mais paresseux, il ne protège que la moitié ouest. Résultat, la dépression qui est située au sud de la Scandinavie envoie ses perturbations sur l'est. C'est très clair. Regardez la carte pour demain. En résumé, donc du nord au Lyonnais, aux Alpes du Nord, un temps assez nuageux avec de courtes éclaircies, des pluies, des averses sur l'extrême flanc est et toujours des risques d'orage sur la Corse. Partout ailleurs, c'est exactement l'inverse. Beaucoup d'éclaircies et quelques nuages. Le baromètre et le thermomètre sont stables, de 17 à 21 degrés sur la moitié nord, de 21 à 29 degrés sur la moitié sud, maximum à Perpignan et Nice. Demain, mardi 3 juillet, le soleil se lèvera à 5h52, se couchera à 21h57. Je vous prie de me croire sur parole, ce sera la Saint-Thomas, patron des experts. À 22h35, c'est Jacques Segui qui vous présentera le tout dernier journal. Demain, Daniel Bilalian à 12h45 pour Antenne de Midi et Jean-Claude Alanic à 18h30 pour C'est la vie. Bonsoir, à demain 20h.